Les instigateurs, épisode numéro 2. Aujourd'hui, on vous parle de la vérité sur les revenus passifs. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Mathieu Dumont. Dave Ruel. We are back. Yes. Épisode numéro 2. Super excité encore de pouvoir faire ce podcast avec toi, mon chum. Comment a été ta fin de semaine? Très mouvementé. Très mouvementé, comme mon père a dit, ça fait différent de te voir faire du bardeau que pousser des stylos. Fait que, non, good times, good times. Ça, pour un homme, c'est c'est pas facile. Ah, ça, c'est un jab carré dans la gorge, là. C'est un petit jab, là. Ton taux de testostérone descend de 14 points. ça te garde humble. Les parents surtout nos pères sont bons à faire ça. Tu sais, quand tu penses que I got my shit together, là, no, you don't. Écoute-moi, mon jeune, là. J'ai de l'expérience sur toi. You don't have your shit together. J'ai vécu ça, le scorbut, moi. Oh my God. J'ai appris à respecter mon père. Moi, mon père m'a eu jeune, il avait 20 ans. Fait que, tu sais, comme je repense à ça quand il avait 20 ans, que c'était d'avoir un kid. Je me dis, tabarnache, respect, mon homme, respect. On dirait que j'ai pas réalisé ça avant, comme peut-être, je sais pas, une dizaine d'années passées. Je me dis, merde, il était jeune, tu sais. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, j'en ai un de 9 mois, là, j'ai 31, puis clairement, je te confirme que j'avais beaucoup plus de patience et de capacité à ne pas dormir à 20 ans que ce que j'en ai présentement, là. Fait que moi, mon plan initial, c'était de les avoir très tôt ou pas en avoir. Ma blonde a réussi à me convaincre d'en avoir un. Mais sérieusement, j'avais cette réflexion-là l'autre fois. Là, genre, si j'avais suivi mon game plan, j'aurais eu, je rusherais moins que présentement. Là. C'est vrai. Oui, mais est-ce que tu sais, comme émotionnellement ou tu sais, au niveau maturité, je sais pas, je me retrouve à 20 ans, puis j'étais comme, moi, ce que je voulais faire à 20 ans, c'était sortir, avoir du fun, et puis, tu sais, je m'en foutais un petit peu. C'était pas dans les plans là, de fonder une famille. Je sais que j'en voulais une quelque temps, mais c'était pas dans les plans. Je pense pas au niveau maturité que j'aurais été un, tu sais. Mais je sortais de mon stretch de l'univers de la musique. Là. Fait que, tu sais, tout ce qui était la notion de sortir, faire le party, j'avais clairement assez donné. Fait, tu sais, j'ai pas de l'air. Les gens qui me voient pensent que je suis quelqu'un de très intense, puis de party, puis festif. Absolument pas. Je suis l'opposé de ce que j'ai de l'air. Je suis très mononcle, très beige depuis très longtemps. Fait que, puis dans ce temps-là, j'avais la capacité d'avoir des émotions. Maintenant, les gens qui me connaissent le savent, là, j'en ai pas d'émotions. C'est ce qui fait peut-être ma force en business. Là. Les choses sont ce qu'elles sont, puis je suis pas teinté par comment je me sens le matin. Même. Attends, on a tous des émotions. C'est juste peut-être que tu n'es pas nécessairement, par rapport à l'entreprise ou par rapport à l'entrepreneur, tu n'es pas nécessairement émotionnellement attaché. Même en général, l'émerveillement, honnêtement, j'aimerais être capable de dire que j'en ai puis que je suis capable d'être émerveillé, puis tout, mais platement parlant, non. Ma femme est une sainte d'être capable de m'endurer parce que justement, je suis tout le temps comme j'ai une vitesse, ça va, ou j'ai faim, ou je m'endors, mais c'est comme je suis très neutre, stable. C'est sûrement la seule chose qui m'émerveille encore, c'est le barbecue. Fait que... Ben c'est exactement ça que j'allais dire. Je serais curieux de voir si je t'amène un gros rack de ribs d'orignal, de voir l'émerveillement dans tes yeux. Ben je vais tomber pragmatique. Game plan, bon, mais comment est-ce que je m'y attaque? Puis tu sais, mon émerveillement va durer une bouchée. Après, OK, c'était bon. Next. En parlant d'émerveillement, on va parler aujourd'hui d'un sujet super intéressant et puis on va un petit peu briser le mythe par rapport à ça. C'est le mythe des revenus passifs.
Donc, on entend beaucoup ça, surtout au niveau des coachs entrepreneuriaux, etc. Bâtir un revenu passif. C'est un petit peu le Holy Grail, hein? C'est un petit peu l'Eldorado de tous les entrepreneurs, surtout qui veulent se lancer sur le web, c'est de créer ce revenu passif-là, de penser que je vais pouvoir monter quelque chose sur laquelle j'ai pas besoin de travailler, si tu veux, pour faire de l'argent, tu sais. C'est une des raisons, c'est un des fléaux de l'entrepreneuriat, je vais le dire comme ça, parce que, tu sais, on parlait justement dans le premier épisode un petit peu de redonner les lettres de noblesse à l'entrepreneuriat. C'est une des choses qui a rendu l'entrepreneuriat, je veux dire, trop facilement accessible, ou du moins l'illusion de l'accessibilité de l'entrepreneuriat. Je sais quelque chose, je vais le packager d'une façon X et le vendre. Donc, par défaut, j'ai maintenant une entreprise. Là-dedans, tu sais, il y a tellement d'affaires qui sont wrong que je ne saurais même pas par où commencer. Là. Mais tu sais, clairement, le revenu passif, c'est une illusion, c'est une chose qui est allée chercher des mauvaises personnes pour des mauvaises raisons. Ça a du bon. Soyons honnêtes, là, il y a des histoires à succès, ça a du bon, mais c'est très loin d'être la façon, proche de la réalité que la façon que c'est présenté. Là. Mais je pense que ce qu'on vend vraiment, c'est, oui, mais je pense que faut partager, au niveau de quand tu es un entrepreneur, ben oui, c'est certain, il faut que tu packages quelque chose. Tu vas packager un produit, tu vas packager un service, tu vas packager une expertise, etc. Je pense que la misconception, c'est le fait de croire que je vais packager ce service-là ou ce talent-là ou ce service-là ou ce produit-là et je vais le mettre sur Internet. Et là, le fait de le mettre sur Internet va me faire automatiquement... ça devient automatique. Je pense que le monde font Internet égale automatique. Alors que créer le produit, honnêtement, là, je vais être honnête avec vous, c'est la partie la plus facile. C'est vraiment... Moi, je trouve que pour moi, c'est la partie la plus le fun. Pour toi, mais honnêtement, tu sais, étant dans Didac, je le vois, tu sais, je veux dire, c'est une réalité dans laquelle je suis confronté à tous les jours. Puis, très honnêtement, c'est parce que tu as deux personnes. Tu as des personnes qui sont convaincues, qui sont experts dans quelque chose qu'ils connaissent correct, puis qui vont créer du contenu un peu... C'est pas parce que, premièrement, on va établir quelque chose. C'est pas parce que tu es bon dans une chose que, par défaut, tu es un bon pédagogue. Donc, connaître une chose et l'enseigner sont deux choses très différentes. Là, dans ce que tu veux faire avec des revenus passifs, tu veux partager, tu veux transférer de la connaissance. C'est pas l'appliquer. Donc, déjà là, tu as le disconnect un peu de OK, c'est pas parce que tu le sais que tu es capable de l'enseigner. Fait que tu as ces personnes-là qui sont correctes, admettons des 6 sur 10, mais dans le temps, ils sont des 10 sur 10 et aptes à créer du contenu. Fait que c'est créer tout croche. Ou sinon, tu as ceux-là qui sont 10 sur 10 dans une maîtrise, mais de sujets, mais que justement la création du contenu est un fardeau incroyable. Donc, souvent, en tout cas, là, ce n'est que mon opinion, les meilleures personnes qui seraient en position de créer du contenu passif sont souvent ceux qui ne prennent pas action parce qu'ils ne savent pas comment créer le contenu, parce qu'ils sont conscients de toute la connaissance qu'ils doivent transférer. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est deux choses. Mais là, on parle vraiment, tu sais, au niveau d'un produit on va dire, de partager sa connaissance avec quelqu'un, etc. Mais encore une fois, tu vas arriver, tu vas créer ton produit, tu vas créer ta formation, tu vas créer, je sais pas moi, ton livre, peu importe ce que c'est. La création est l'aspect le plus, c'est vraiment le plus facile. Quand on arrive, le fait de le mettre, par exemple, tu vois sur Didac, le fait de mettre ta plateforme, ton cours sur Didac, va pas faire que le monde va commencer à se garrocher pour acheter ton produit. Là, tu rentres dans la vraie game. Okay? Là, tu rentres dans la vraie game où maintenant, faut le vendre. Tu sais, OK, où est-ce que je vais trouver mon trafic? Comment est-ce que les gens vont venir me trouver? Ensuite, comment est-ce que je vais les convertir de prospects en clients? Tu sais? Et comment est-ce que je peux faire, une fois que j'ai ça, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de leverage, avoir plus d'effet de levier et puis pouvoir ensuite continuer à innover, continuer à faire ces choses-là. Puis je pense que c'est ça qui est un petit peu la misconception, c'est que le monde pense que c'est le fait de créer le produit et le mettre sur Internet et là, on va appuyer sur un bouton magique et tout l'argent va commencer à rentrer. Alors que c'est complètement le contraire. C'est OK, c'est de le voir, on va le mettre, mais ensuite, c'est d'arriver à c'est quoi ton modèle d'affaires? Puis c'est que les personnes, dans leur tête, très souvent, c'est que revenu passif, je vais créer un produit fin. Alors qu'en réalité, c'est que tu dois créer un modèle d'affaires complet, même si tu n'as qu'un produit à préparer. Oui, non, mais 100%, mais aussi, c'est le fait d'avoir le plan au niveau de sa business pour devenir... le but, c'est de se remplacer d'une certaine façon. Si le but,
Si ton but, on va dire que c'est de monter une entreprise, mais pas nécessairement de devoir travailler 24 heures sur 24 sur ta business. Mais on s'entend que dans les premiers stades de ton entreprise, c'est certain qu'il va falloir que tu travailles probablement beaucoup plus que ce que tu veux travailler. Et ça, c'est inévitable. Tu vas le devoir. Où est-ce que les gens échouent, les entrepreneurs échouent dans leur quête du revenu passif, c'est le fait de se remplacer. C'est le fait de ne pas transitionner de doer, de la personne qui fait tout dans l'entreprise, à leader, de la personne qui va justement qui va prendre les décisions, mais qui va pas être la personne qui va faire toutes les choses dans l'entreprise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Donc, moi, ce que je dis, c'est avoir une mentalité, moi, ce que j'appelle l'analogie que j'utilise beaucoup avec soit mes étudiants en mentorat ou les personnes avec qui je consulte ou avec qui je parle, c'est ce que j'appelle la self-driving business. C'est la business qui s'auto-conduit, ok, qui roule tout seul. Fait que j'utilise toujours l'analogie de la Tesla. Okay, tu regardes une Tesla, c'est une belle auto. Il y a des systèmes qui sont assez performants, beaucoup de choses automatisées. Il y a même un petit bouton que tu peux appuyer dessus et dans les bonnes circonstances, l'auto peut se conduire tout seul. Et ça c'est intéressant, mais c'est possible avec ce type de voiture-là. On va te donner une Tercel, tu n'auras peut-être pas la même expérience. Mais quand on se dit tous, on commence tous à conduire avec une Tercel. On commence tous à conduire avec une Minoune ou quelque chose qu'on n'a pas vraiment. Puis on n'a pas vraiment d'idée ce qu'on fait. Quand pense-y ta première licence de char, quand tu rentrais dans le trafic là, avec ta Tercel, c'était pas facile. C'était pas quelque chose qui était nécessairement qu'on savait faire. Mais la seule chose, c'est d'arriver. Comment est-ce que je peux arriver de la Tercel vers la Tesla? OK? Ça, ce serait une idée d'une bonne formation. Tercel à Tesla. Hein? Mais le fait de la self-driving business, c'est le modèle de, OK, comment est-ce que je peux arriver et bâtir les automatisations, les systèmes, et même avoir un copilote aussi qui est capable de conduire la compagnie pour moi. C'est une quête de destination, pas de confort pour se rendre au début, là. Et c'est exactement ça. Au début, c'est certain que tu as la destination, c'est un petit peu croche, mais éventuellement, on rentre sur l'autoroute, mais pense-y 2 minutes. Si c'est sur l'autoroute et puis tu as ta Tesla, tu as 2 choix. Soit tu continues, tu prends le volant puis tu continues toi-même. Puis éventuellement, oui, tu peux te rendre, mais bon, tu n'auras pas le temps de faire autre chose. C'est juste ça que tu vas faire, tu vas conduire. Ou tu peux avoir un copilote. Tu peux avoir des systèmes qui amènent la voiture, si tu veux, à se conduire toute seule. Okay? Tu vas te rendre, mais pendant ce temps-là, là, tu vas pouvoir développer autre chose. Là, tu vas pouvoir trouver des nouvelles sources, de la nouvelle innovation pour faire que la drive soit de plus en plus facile. Donc, je pense que moi, je le vois au niveau de soi et de sa business. Donc, 2 entités séparées. Okay? Au départ, l'entrepreneur sert sa business tout le temps. Okay? Ensuite, la chose pourquoi certaines personnes ne réussissent pas à avoir des revenus, entre parenthèses, passifs, parce que je pense que c'est la façon la plus rapide d'arriver à des revenus passifs, c'est d'implémenter 2 choses. De 1, d'amener les bonnes personnes dans son entreprise. Okay? D'amener les bonnes personnes et de 2, d'implémenter les bons systèmes. Et quand on parle de système, on ne parle pas d'appuyer sur un bouton et puis c'est fini. On parle d'implémenter des procédés, d'implémenter ce qu'on appelle des SOPs, d'implémenter des façons de faire, d'implémenter aussi, il y a des outils d'automation, mais là, comme je te dis, l'automatisation, c'est pas le véhicule. L'automatisation, c'est une partie de ton moteur, mais c'est pas ça qui va te faire nécessairement avancer de façon automatique. C'est une des composantes. Mm-hmm. Donc, je dis, c'est de ramener les bonnes personnes, ramener les bons systèmes, et là, tu rentres dans un système de toi, l'entrepreneur, lead, OK, des employés, des gens. Ces gens-là, ces employés, ces personnes, ces humains opèrent des systèmes et ces systèmes conduisent ta business. Hein? Et là, on arrive, le modèle est renversé et là, ton entreprise te sert toi. Et là, tu rentres dans une optique, si tu veux, de revenu passif, dans un sens où le revenu passif, c'est le fait que tu n'as pas besoin de toujours travailler sur les petites opérations, sur les petites choses que tu as à faire
tous les jours dans ton entreprise. Donc, oui, tu vas gagner ta vie sans nécessairement avoir besoin de travailler jour et nuit sur ton entreprise. Mais le point de départ est toujours le fait de, oui, tu dois avoir une proposition de valeur qui est prouvée. Et ensuite, tu dois amener les bonnes personnes et amener les bons systèmes. Sans ça, je pense que le revenu passif, on va vous le vendre, mais ce sera juste un rêve et un mythe. Exact. Il y a plusieurs personnes qui font malheureusement pas la distinction entre un revenu passif, c'est comme tu l'as dit, c'est un système. Ça doit s'opérer tout seul. Il y a plusieurs personnes qui voient le revenu passif comme le simple fait d'avoir une transaction alors que je suis pas présent. Mais la réalité est, tu as beaucoup de travail en amont à faire pour arriver à cette transaction-là. Donc, si pour créer des transactions alors que tu ne fais rien, tu dois continuellement refaire les mêmes actions, là, tu n'as pas une entreprise de revenus passifs, absolument pas. Tu as juste des transactions qui sont reportées, qui sont décalées dans ton processus de vente. Donc, tu sais, parce que j'en ai quelques personnes qui m'ont approché justement pour l'accompagnement, puis j'ai refusé parce que justement, ils ne voyaient pas cette distinction-là. Si la seule, puis ça, c'est une des raisons pour laquelle, personnellement, j'ai toujours eu le pied un petit peu sur le break par rapport au revenu passif sur les différentes choses que je pouvais proposer. Je suis pas un amateur d'automatisation complète. De mon côté, la composante humaine est excessivement importante. Puis, l'argent, pour moi, ça représente rien. C'est important, j'en ai besoin, mais ce n'est jamais mon motivateur. Donc, de là, de mon côté, la seule... moi, j'utilise les revenus passifs beaucoup plus comme un levier stratégique que comme un générateur d'argent. Si tu utilises les revenus passifs comme un générateur d'argent et que c'est ça ta motivation directe, personnellement, je n'y crois pas. Le concept de revenu passif... C'est pas une finalité. L'argent ne peut pas être une finalité. Absolument, absolument. Puis tu sais, le revenu passif, le problème avec ça, c'est que tu as une composante de demande du marché. Si tu as une vraie demande du marché, veux-tu vraiment être passif sur cette demande? Moi, je pense pas. Moi, je pense que tu veux capitaliser sur cette demande-là. Si tu réponds à un besoin qui n'est pas répondu, bon, mais à partir de là, je m'excuse, mais je vais double down. Je ne serai pas passif à dire, je peux t'aider avec ça. Voici une formule pre-packagée qui va répondre sommairement à ce que tu veux. Non, je vais être beaucoup plus agressif, puis je vais créer différentes déclinaisons de produits justement pour répondre de façon, pour miser sur l'ouverture dans le marché qu'il y a présentement. Personnellement... Oui, parce que... vas-y. Non, vas-y, excuse-moi. Okay. Personnellement, moi, je pense que, encore là, ce n'est que mon opinion, la seule façon que je vois un revenu passif intéressant, c'est pour me débarrasser d'un service que je suis tanné d'offrir. Donc, que je reconnais une expertise, que je sais qu'elle peut amener une valeur, mais que je sais que même si on me paye le double du prix que ce que je demande présentement à mon taux horaire, je le ferai pas parce que ça me motive pas, ça me nourrit pas. Donc, tant qu'à les laisser mourir, mais là, oui, je vais la packager en revenu passif pour aider des gens un peu, mais encore là, ça devient beaucoup plus un aspect stratégique de je me libère du temps pour, en même temps, ramasser des opportunités, puis au pire, ça me donne le contact d'une personne pour ensuite lui proposer justement les différents services sur lesquels je suis plus agressif. Mais à ce moment-là, je le vois beaucoup plus comme juste attraction de lead potentiel vers ce qui me nourrit que, mais je fais des sous puis c'est ça qui compte. Non, tu sais, on retourne à l'analogie du véhicule, mais n'oubliez pas que l'argent, c'est le fuel. L'argent, c'est ça qui va faire avancer pas votre business. Donc, si votre finalité, c'est seulement l'argent, c'est certain que ça ne marchera pas. L'argent est votre fuel. Ensuite, il faut aller vers une finalité qui est différente. Pourquoi est-ce que vous voulez du revenu passif? Souvent, je pense souvent des trois libertés: liberté de temps, liberté de lifestyle, création et liberté financière. On est plus dans une optique de liberté avec les revenus passifs. Mais comme je vous dis, il faut être smart par rapport à ces choses-là. Moi, avec mes entreprises, j'ai réussi à bâtir des beaux revenus passifs. Mais, encore une fois, je vais vous dire comment est-ce qu'on l'a fait. Avec la première compagnie, par exemple. Ma première compagnie, c'était une compagnie, ou la première compagnie en ligne avec laquelle on a eu du succès. On a vendu des produits de fitness. Donc, on avait des livres de recettes pour la prise de masse musculaire. On en avait un autre ensuite pour la perte de fat loss. Donc, puis ça revient un petit peu à ce que tu disais par rapport au marché. Le marché était super chaud dans ce temps-là. Donc, nous, ce qu'on a fait, moi, c'est certain que je suis
davantage un lifestyle entrepreneur. Pour moi, la liberté va au-delà de l'argent. C'est certain qu'il en faut de l'argent pour runner la business, c'est le fuel, mais pour moi, la liberté est toujours numéro un. Puis je pense que les personnes qui veulent des revenus passifs, c'est aussi leur motivation. Ce qu'on a fait, c'est quand j'ai créé mes premiers produits, donc j'ai pas créé juste un produit, j'ai créé un produit de base et ensuite j'ai créé une ligne de produits qui était vendue, si tu veux, par rapport à ça. J'ai créé mon système, le produit, le système de vente, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis sur une plateforme d'affiliation. Donc, le marché dans ce temps-là était très, très hot pour l'affiliation. Et en parlant d'affiliation, c'est un modèle, je pense que si vous voulez du revenu passif, ça peut être un modèle qui est assez intéressant pour vous. Si vous voulez pas nécessairement créer toujours et innover différents produits et que vous êtes, par exemple, un créateur de contenu, ça peut être une bonne façon pour vous d'avoir des revenus plus passifs. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis ces produits-là sur une plateforme qui s'appelle ClickBank, qui est une plateforme d'affiliation. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enseigné à nos affiliés, donc aux personnes qui voulaient promouvoir ce produit-là, comment réussir, comment générer des revenus par rapport à ça. Donc, faire des reviews de ce produit-là, faire des blog posts par rapport à ça, des vidéos, envoyer des courriels à leur liste de diffusion pour promouvoir le produit. En échange, et c'est certain qu'en échange, on leur a échangé une grosse commission. Donc là, on était dans l'ère des produits digitaux. On pouvait donner jusqu'à 75% de commission. Rendu là, c'est certain qu'au bout de quelques années, on a bâti un pool, si tu veux, d'affiliés assez important, où là, on pouvait se permettre, on n'était pas nécessairement là dans le processus, où le trafic, si tu veux, venait de ces personnes-là, mais veut pas, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui innove. Donc, d'avoir quelqu'un qui est capable d'amener, de faire des tests sur la page de vente pour faire sûr que ça convertit, faire sûr que le produit est toujours adapté, etc., etc. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ce temps-là, quand j'ai monté, 1 an après que j'ai monté ma première entreprise, j'ai engagé mon premier assistant, Joey. Donc, Joey, c'est lui qui a pris un petit peu les rênes au niveau toutes les opérations journalières. À partir de ce moment-là, ce que j'ai pu faire avec ça, donc Joey s'occupait de la relation avec nos affiliés, de la relation avec nos clients. Moi, ce que ça m'a permis, c'est de développer un nouveau stream de revenus, okay? Un nouveau canal de revenus, oui, on comprend. Un nouveau canal de revenus. Donc, on a créé la version pour le fat loss, OK, pour la perte de gras. Donc, là, on a monté ça, on a fait le même procédé. C'est certain qu'on a ramené des revenus passifs. Là, cette compagnie-là fonctionne encore. Je mets très, très peu de temps de cette compagnie et elle fonctionne encore. Est-ce qu'elle fonctionne aussi bien? Non. Pourquoi? Parce que, justement, je n'ai pas nécessairement mis le focus dessus, je te dirais, dans les 10 dernières années que ce que j'en aurais fait au début. Mais ça m'a permis d'avoir un canal de revenus, un stream de revenus pendant très longtemps, et on l'a encore, mais ça m'a permis aussi de développer d'autres activités, d'autres compagnies qui sont devenues, on a monté Balboa Media, qui était notre agence de marketing, et ensuite on a monté, j'ai investi dans Buy Optimizers que j'ai éventuellement vendu. Donc, à partir de ça, ça m'a donné ce stream de revenus-là qui m'a permis d'amener les bonnes personnes et d'avoir les bons systèmes en place pour pouvoir créer un autre stream de revenus. Que moi, ce que j'aime faire. Généralement, j'ai des cycles qui vont anywhere entre 2 et 4 ans pour la création et puis le développement d'une compagnie. Et justement, le but, c'est d'amener les bonnes personnes, d'amener les bons systèmes pour pouvoir amener ces revenus, entre parenthèses, passifs. Mais il faut pas oublier que si tu veux que ta compagnie perdure dans le temps, qui est le but aussi, il faut que oui, tu aies une intervention humaine, mais il faut que tu sois là aussi. Donc, ton rôle n'est plus de travailler sur les opérations journalières. Ton rôle est vraiment d'amener, de puncher les directives, de puncher les directions dans le GPS, et puis de communiquer aux personnes qui conduisent ton entreprise. OK, voici où est-ce qu'on s'enligne avec ça. Donc, on devient un leader, on ne devient pas un doer. Mais pour nous autres, écoute, le revenu passif, c'est passé comme ça. C'est certain qu'il faut utiliser des systèmes qui fonctionnent en ce moment dans le marché, bâtir quelque chose de solide, et ensuite, on peut penser à l'automatisation un peu plus. On peut penser à la délégation, OK? Qui sont des processus, dans le fond,
quand on pense à ça, le résultat, c'est de ne pas être là. Ça n'a pas besoin, t'as pas besoin juste de presser sur un bouton. Ça peut aussi passer par la délégation. Je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas nécessairement devenir leader, qui veulent pas nécessairement passer le bâton, si tu veux, à une prochaine personne dans une entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important selon toi? À créer en amont, du moins, la stratégie, le procédé ou le produit? Est-ce qu'une bonne méthode, un bon procédé avec un produit moyen peut mieux performer qu'un excellent produit avec une stratégie moyenne? Je pense que la stratégie devrait être toujours numéro 1 parce que c'est comme, regarde, comme tu t'en as parlé la dernière fois. Est-ce que le fait que tu es un expert, que tu as un 10 sur 10, est-ce que ça te garantit est-ce que ça te garantit le succès? Absolument pas. C'est ça. Donc, et puis ça ne veut pas dire qu'il faut produire un produit qui est un 6 sur 10 et puis juste focuser sur la stratégie pour vendre un produit médiocre. Puis je pense que maintenant, les marchés, surtout quand on parle des marchés en ligne, sont très sophistiqués. Donc, le client, tu peux plus lui vendre. Tu peux plus lui vendre n'importe quoi. On est dans un marché maintenant où le monde font les reviews de différents produits, que ce soit, tu vas sur Amazon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas acheter sur Amazon? C'est sûr que tu vas regarder le prix, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder les reviews. C'est ça. Fait que tu peux plus te cacher vraiment, tu peux plus cacher un produit médiocre, tu peux plus déguiser un produit médiocre avec du marketing ou une stratégie de vente. Ultimement, tu peux le faire, mais tu vas le faire juste une fois. Tu sais, on ne se mentira pas, comme tu l'as mentionné, ce qui a fait le succès, en tout cas de ce que j'en comprends, ce qui a fait le succès de ta business, c'est ta capacité à créer différents produits et surtout créer une récurrence. De faire, si tu avais juste fait des one-off au niveau de tes ventes, je pense pas que tu aurais eu le succès que tu avais. Donc, de là, si tu sors un 6 sur 10, je pense que tu vas être capable encore, malgré toutes les validations, les éléments de validation sociale qui sont les reviews, les témoignages, quoi que ce soit, malheureusement, on ne se mentira pas, ça s'ajette. Il y a différentes stratégies toxiques pour jouer sur les perceptions. Mais ultimement, l'impression, la satisfaction que tu laisses à ton consommateur lorsqu'il consomme ton produit, c'est là que ça va faire le make or break. Est-ce qu'il va revenir pour un deuxième produit, troisième produit? Est-ce que tu le gagnes à long terme ou non? Je pense que ça, c'est quasiment plus important que tout le reste. Mais on s'entend maintenant que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, on joue le marathon. On va pour le marathon, on va pas pour le sprint. C'est certain qu'il y aura peut-être des petits sprints, mais tu vas aller pour le long terme. Et quand tu auras un revenu passif, tu veux de la longévité. Tu veux pas nécessairement quelque chose que, dans le fond, tu veux pas faire un gros... À moins que ta stratégie soit, je veux faire un gros chunk d'argent, je vais faire un lancement de produit ou peu importe, puis je vais inonder le marché avec. Je vais prendre tout ce cash-là, puis je vais l'investir dans autre chose qui peut me ramener un revenu passif. Je vais l'investir dans des stocks, je vais l'investir dans de la crypto. Mais là, tu rends compte qu'on rentre plus dans l'entrepreneuriat. Mais c'est ça que j'allais dire. Rendu là, c'est un stunt. Ce n'est pas une entreprise. Tu parles d'une entreprise, c'est un stunt. C'est exactement ça. Donc, la stratégie doit être bien craftée parce que souvent, le monde va focuser beaucoup sur le produit. Donc, il va être produit. Le produit va être top of the line, mais ils n'ont jamais pensé à la stratégie. Mm-hmm. Et quand on arrive avec une stratégie dépassée ou une stratégie mal faite ou une stratégie mal conçue, eh bien, le produit ne se vendra pas. Et c'est celui qui va avoir le produit à 6 sur 10, mais qui va avoir une super stratégie de vente qui va gagner sur le long terme. Donc, je pense que focuser sur votre stratégie, comprenez comment est-ce que vous allez le faire, créez aussi un bon produit. C'est certain que tu peux monter un bêta d'un certain produit. Là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, par exemple, avec Effic, qui est la compagnie qui offre des tools et des outils puis des trainings pour les entrepreneurs, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de monter une certification au niveau de la productivité. Donc, on a nos planificateurs qui se vendent très bien. On a beaucoup de coachs qui viennent nous voir au niveau pour avoir, si tu veux, accès à nos systèmes. Donc là, on est en train de monter une certification. Ce qu'on a fait, c'est je vais pas commencer à essayer de bâtir la meilleure certification au monde sans avoir, si tu veux, une certaine validation et un certain système. Donc, ce qu'on fait là, c'est qu'on est en train de monter un groupe bêta. Donc, on se dit, OK, on va en train de monter un groupe bêta, on va charger peut-être la moitié de ce qu'on chargerait dans un lancement officiel. On va prendre un montant limité de personnes. Et là, on va passer la première ronde, si tu veux, la première ronde de certification. Donc, je pense que c'est une bonne façon aussi de tester le marché pour vos produits. C'est
et de tester que la stratégie est valide, c'est de monter justement un groupe bêta ou quelque chose comme ça, ou avoir un petit pool, si tu veux, de clients et de tester par rapport à cette chose-là. Et ensuite, en a validation, là, on peut aller et là, on peut commencer à travailler un peu plus sur le produit. Et là, on peut aller, si tu veux, on va sortir le bêta avec un 8 sur 10. Le but, c'est que d'ici 3 à 6 mois, avec le bêta, on va amener ce produit-là de 8 à 10. Et là, on va avoir un bon produit. Mais on va écouter beaucoup le feedback par rapport à ce qui se passe avec la première ronde, avec la première cohorte, par exemple. Donc, je pense que c'est une bonne façon de valider une stratégie aussi. Si vous avez un produit que vous n'êtes pas nécessairement certain qu'il va fonctionner, commencez avec un bêta et puis là, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais reste que dans ta stratégie actuelle, ton produit passif n'est pas le end product. C'est un launchpad pour, exemple, vendre plus de planificateurs, vendre plus d'outils. C'est une composante de ta stratégie. Ton revenu passif, pour aller le chercher, a sa propre stratégie, mais en soi, lui-même, fait partie d'une stratégie plus grande pour un autre produit plus haut, plus agressif sur lequel tu es actif, right? C'est exactement ça. Donc, nous, au lieu d'aller chercher, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a réalisé, c'est que au lieu d'essayer d'aller compétitionner avec, au niveau du trafic, de l'acquisition client, etc., on va certifier des professionnels qui ont besoin de ce qu'on a. Donc, c'est un petit peu, c'est comme le gold rush, hein, c'est comme la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, tu avais deux façons de le faire. Tu pouvais soit aller directement pour l'or, OK, ou tu pouvais vendre des pelles et puis des pics. Mm-hmm. OK? Moi, dans mon modèle favori, c'est de vendre des pelles et des pics. Donc, je vais très rarement aller pour le gold rush. Je vais aller et vendre des pelles et des pics. Donc, moi, mon but, c'est d'aider les personnes qui vont vers l'or à gagner. Donc, par exemple, avec EFIC, on sait qu'il y a beaucoup de coachs, consultants, etc., de business qui ont besoin de nos outils, qui ont besoin de ce qu'on offre pour offrir un meilleur service. Donc, moi, la finalité dans ce but-là, la stratégie, c'est oui, il y a une stratégie de base au niveau du financement. On va dire que quand la personne prend sa certification, on a un contrôle sur qui vend nos produits, mais aussi, c'est de vendre plus de planificateurs, vendre plus d'outils derrière ça, comme tu as dit tout à l'heure. Donc, il y a une stratégie qui est pas nécessairement juste finale ou qui est transactionnelle où la personne vient se faire certifier, c'est fini. Non. La stratégie, c'est d'aider cette personne-là à gagner. Donc, puis cette personne-là va toucher aussi certaines des commissions sur les planificateurs, des choses comme ça, sur tous les outils qu'il va promouvoir avec nous. Mais pour nous, c'est une stratégie où à chaque fois qu'une personne utilise nos outils, utilise notre méthodologie, on veut garder ce client-là pendant longtemps. On veut que cette personne-là utilise des planificateurs pour les 20 prochaines années. Tu comprends? Donc, la stratégie est beaucoup plus grande et c'est en multipliant cette stratégie, si tu veux, ces actions-là par rapport à la stratégie, qu'on va avoir de la longévité. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument. Mais tu sais ça, à partir de là, je suis curieux de voir ton avis, de dire, est-ce que tu crois que c'est viable de monter une structure de revenus passifs ou justement le produit en soi est le dernier point de chute du client? Parce que c'est ce que je vois, moi, sur le terrain présentement. Les gens qui vont démarrer, exemple, une entreprise avec un modèle d'affaires de revenus passifs voient ça comme le end product. Et ensuite, investissent beaucoup de mois à développer le produit, ne comprennent pas pourquoi ça ne performe pas, justement parce qu'il ne se passe rien avec. Il n'y avait pas de stratégie au niveau du modèle d'affaires, puis il n'y a pas de stratégie surtout de, OK, en même temps que j'ai généré une vente, comment est-ce qu'après ça, je capitalise sur l'opportunité pour faire quelque chose de mieux avec ça. Donc, est-ce que tu crois que c'est viable de monter une entreprise avec un modèle d'affaires où les seuls, ou du moins que le stream principal de revenus, c'est des revenus passifs? J'ai beaucoup de misère personnellement à le voir et à le croire, même si je sais que présentement, c'est encore la mode. Ouais, mais comme je t'ai dit, il faut comprendre qu'il n'y a pas juste du passif. Le passif vient à cause de l'actif. Tu comprends? Il faut qu'il y ait ce modèle. Il faut qu'il y ait beaucoup d'actifs, ce qu'on appelle du front-loading. Il y aura beaucoup de travail en amont, si tu veux, ou en aval, je ne sais pas comment c'est. En amont. C'est ça, en amont, avant de pouvoir, si tu veux, avoir du passif. OK? Donc, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir cette validation-là, d'avoir la stratégie qui fait du bon sens, et ensuite d'amener, comme je t'ai dit, les bonnes personnes, les bons systèmes, qui peut t'amener, ou le fait de ne plus être là
fonctionne, mais il y aura toujours une phase. C'est pas fini, tu comprends? C'est le début d'un nouveau cycle. Donc, une fois qu'on a mis quelque chose, si tu veux, en pilote automatique, puis j'aime pas vraiment cette expression-là, mais qu'on n'est plus nécessairement impliqué dans le processus, là qu'on peut commencer à travailler sur autre chose, sur un nouveau stream. Donc, je pense que le passif en tant que tel c'est pas juste la finalité, c'est pas juste ça fait partie du processus. Puis je pense que pour évoluer pour entrepreneur, il faut rentrer dans un mode passif à un certain moment sur la façon dont tu gères ton entreprise. Mais c'est pas, quand je peux dire ça, c'est pas la finalité en soi. Tu comprends? Oui, absolument. Je suis d'accord. Je trouvais juste important de clarifier ça parce que je vois beaucoup de personnes. Puis je veux dire, toi, je le sais aussi que je suis sûr que toi aussi, dans les personnes qui t'ont approché ou que tu as accompagné dans les dernières années, plusieurs personnes ont misé là-dessus, puis que maintenant tu regardes en arrière, 2 ans, 3 ans après, puis qui n'ont toujours rien accompli parce qu'ils se sont basés depuis le jour 1 à développer un modèle d'affaires que la commercialisation était le revenu, était le produit passif. Ben, on leur a souvent les personnes qui vont venir te voir pour monter une compagnie, surtout une compagnie en ligne, parce que dans leur tête, c'est passif égale Internet. On leur a vendu l'idée, ok? On leur a vendu ce côté-là, mais on va leur donner une tactique. Donc, ce qu'on va faire, généralement, il y a beaucoup de monde qui vont donner une tactique où on peut avoir des résultats rapides. Okay? Donc, que ce soit une stratégie de lancement, par exemple, une stratégie, on va te dire, OK, ben, tu montes un opt-in avec un PDF et puis ensuite, tu vas vendre, t'amènes la personne sur un coaching call et puis sur ce la coaching recette pour faire un one-off, mais vendre rien de viable à long terme. Non, mais c'est de la tactique. Tu ne bâtis pas une business sur le long terme sur de la tactique. Tu utilises la tactique, si tu veux, au fur et à mesure. Ta business aura toujours des tactiques. Tu comprends-tu? Oui, mais c'est pas la stratégie. Puis je pense qu'il y a une certaine... Le monde confond tactique et stratégie. Absolument. Et il pense que c'est la même chose. Une tactique, oui, c'est bien de l'utiliser, mais il n'y a pas de long terme sur une tactique. C'est quelque chose que tu vas faire qui va t'amener un résultat direct. Une stratégie, tu vois beaucoup sur le moyen et le long terme. Donc, évaluez votre stratégie, okay? Évaluez votre destination. Okay? Pourquoi vous voulez des revenus passifs? C'est quoi vous voulez faire? Évaluez cette destination-là. Comprenez la stratégie, okay, pour y arriver. Et ensuite, vous allez pouvoir regarder au niveau tactique. Et je pense que les gens juste sont vendus sur un concept, sont vendus sur une tactique, mais il n'y a pas de stratégie. Moi, je sais, quand j'ai fait beaucoup de mentorat, j'avais un mastermind, un groupe de mentorat en 2000. Quand est-ce qu'on s'est rencontrés, Mathieu? 2016, 2017? 2016. 2016. Donc, 2016, où j'avais mon premier groupe en français de mastermind. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens avec de la tactique, mais très, très peu de stratégie. Et c'est justement là qu'on a commencé à regarder au niveau de la stratégie qu'il y en a beaucoup que c'était pas viable. Ils avaient aucune stratégie qui était viable. On a dû retourner à la case départ avec beaucoup d'entre eux. Il y en a beaucoup qui avaient déjà des stratégies en place. On les a boostés. Ça a très bien fonctionné. Je pense à des gars comme Pierre Leblanc avec Debt.ca ou des gars comme ça qui avaient déjà une entreprise viable. Là, on a travaillé sur ajouter les bonnes personnes, ajouter les bons systèmes. Ça a boomé complètement leur entreprise. Mais le gars avait déjà sa stratégie. Il comprenait la game à long terme pour lui. Tout ce qu'il n'avait pas, c'était des meilleurs systèmes opérationnels. Okay? Donc, lui était déjà rendu là. Des personnes qui commencent juste, c'est ça, ils ont été vendus le rêve et la tactique. Et c'est pas le rêve, on leur vend la possibilité. Puis il y a rien de wrong, si tu veux, là-dedans. Il y a toujours cette possibilité-là, mais on ne bâtit pas ça avec la tactique. C'est ça qui est le problème. Tu peux faire on le voit beaucoup au niveau online, le Product Launch Formula de Jeff Walker. Écoute, il y en a plein qui vont monter leur compagnie avec ça. Ils vont faire le Product Launch, ils vont utiliser la formule complète. Ils vont réussir à le faire une fois, peut-être 2 fois. Mais après ça, ça va buster. Le modèle ne fonctionne pas sur le long terme. Donc là, ils sont « j'ai besoin d'aide ». Il y a beaucoup de compagnies sur lesquelles j'ai consulté dans les dernières années qui avaient justement utilisé cette tactique-là pour lancer. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était répéter la tactique aux 6 mois.
Mais au bout d'un moment, ben, c'est sûr, il en fait très, très bien. On va dire qu'il en fait un demi-million sur un lancement C'est que tu la brûles première ton année. cash flow que tu as généré avec l'autre juste pour rebooter un autre projet, donc c'est pas viable. Tu brûles tout sur ta business, tu n'as aucune longévité. Et c'est justement de monter ces choses. Et les personnes avec qui on a eu du succès à les ramener sur pied, c'est les personnes qui ont compris qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes et les bons systèmes en place. Et ils ont compris que, OK, il faut que j'ai ça pour pouvoir, si tu veux, construire une stratégie plus viable. Et ceux qui n'ont pas voulu le faire, qui sont dans la mentalité de je vais utiliser la tactique ou juste la tactique, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont cassés la gueule, leur business n'a pas eu de longévité. Donc, c'est de comprendre ces choses-là, de ne pas nécessairement être tactique et d'être beaucoup plus stratégique par rapport à votre approche. Ta vision sur les revenus passifs dans la prochaine année? Est-ce que tu sens que ça s'essouffle? Est-ce que tu sens que le marché, minimalement... Personnellement, moi, je pense que je vais dire que ça se stabilise. Donc, j'en entends moins parler. Tu faisais mention, mettons, d'affiliation, différentes, justement, de tactiques un petit peu rapides pour générer des revenus. J'en entends de moins en moins parler parce que, justement, je pense que, comme tu l'as mentionné, c'est cyclique. Donc, il y a une technique qui marche bien, on en abuse, ça se stabilise. Mais je suis curieux de voir, est-ce que quelqu'un qui est intéressé à démarrer une business en ligne présentement, est-ce que c'est une avenue que tu lui recommandes de considérer tout de suite ou est-ce qu'il devrait plutôt se concentrer sur justement, bâtir une stratégie sur les services actifs qu'il peut proposer? Ben, écoute, maintenant, il faut que tu sois en ligne de toute façon. Mais il faut se retirer de la tête que en ligne égale revenu passif. C'est ça que je pense que c'est ce que les gens pensent et ce qui n'est pas la vérité. Donc, c'est comme n'importe quoi, tu sais, comme je te dis tout à l'heure, au fur et à mesure que les marchés deviennent sophistiqués, tu peux plus vendre n'importe quoi. C'est une des raisons pourquoi aussi on a monté ce podcast-là, c'est que de se rendre compte que, OK, on va vous dire la vérité. Tu sais, avant que vous ayez besoin de perdre 2 ans de votre vie à essayer de bâtir des revenus passifs basés sur une tactique que quelqu'un vous a vendue, voici ce qu'il faut savoir un petit peu avant. Puis c'est certain que plus le marché devient sophistiqué, plus les gens savent que, OK, c'est pas ça qui est hot. T'sais. Fait que oui, on vous a vendu le revenu passif comme un outil de persuasion, si tu veux, au niveau du marketing pour beaucoup de gens. Et qui est pas nécessairement qui est pas nécessairement faux parce qu'on vous vend la possibilité, mais maintenant on se rend compte que plus le marché, comme je dis, devient sophistiqué, plus les gens savent ce qui se passe. Donc, moi, je suis, oui, c'est certain au niveau que d'outils ou d'outils de persuasion au niveau du marketing, je pense qu'on va le moins l'entendre que oui, monter une business en ligne et puis travailler de la plage. T'avais vu, dans ma conférence, c'est toujours ça que je fais quand je parle de oui, j'ai monté des compagnies en ligne, puis j'avais cette vision-là du gars sur la plage, si tu veux, avec son laptop, qui gère sa business de la plage sur Il n'y a rien laptop. qui travaille aussi moins bien qu'un laptop au soleil. Ah, man, c'est le pire, c'est le pire. Ça fait des belles photos, mais c'est tout ce que ça fait. Là. Ah, mais oui, mais hey, écoute, travailler en République dominicaine avec un laptop sur les cuisses, là, first of all, ça va pas te faire des belles lignes de bronzage, mais le sabre rentre dans ton keyboard, ça chauffe, donc tu vas travailler 10 minutes, puis ton ordinateur va se fermer parce que ça marche pas. C'est pas la réalité, tu comprends-tu? Puis c'est ça, donc faut pas être vendu, si tu veux, au rêve, il faut être vendu à la destination. Les revenus passifs, ça existe. Les revenus passifs, c'est possible. C'est juste pas le fait de monter une compagnie en ligne qui va t'amener des revenus passifs. Tu peux avoir une compagnie hors ligne, tu peux avoir un magasin, un brick and mortar business et avoir des revenus passifs. Tu comprends? Moi, j'utilise beaucoup l'exemple de Pierre Leblanc, mais quand Pierre est venu nous trouver pour du mentorat, il travaillait des heures de fou, on va dire des fois des 80 heures par semaine. Il n'arrêtait pas. Il avait pas. Et lui, il a une compagnie, si tu veux, qui est pas nécessairement en ligne. Il a différents bureaux, etc., partout dans la province, mais il avait pas réalisé le fait que, OK, pour avoir du passif, il faut que je sache me remplacer et ramener, encore une fois, les bonnes personnes et les bons systèmes, les bons procédés pour le faire. Quand il a compris et il l'a implémenté, ça a changé complètement sa business. Ça change. De un, il a fait beaucoup plus de revenus et de deux, il a eu beaucoup plus de liberté. Donc, il a coupé ses heures en deux en comprenant ça. Mais il est devenu leader. Il a compris que, OK, je suis plus nécessairement c'est quoi je veux faire avec ma business? Est-ce que je veux être un babysitter de ma business? Le babysitter de ma business ou je veux être un parent?
Et le rôle d'un parent, c'est quoi? C'est d'amener son enfant éventuellement à quitter le nid familial et de voler de ses propres ailes. Puis je pense que c'est un petit peu de même qu'il faut le réaliser au niveau d'une business. Et c'est de même qu'on monte des revenus passifs. C'est en préparant la business pendant un certain temps à pouvoir voler de ses propres ailes. Si on n'est pas capable de le faire, on n'aura pas de revenus passifs parce qu'on va être toujours dans l'actif. Preach, man. Preach. Donc voilà, j'espère qu'on a débunké un petit peu ces mythes-là. Bien entendu, on est ouvert à la discussion. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. N'hésitez pas à communiquer avec nous. N'hésitez pas à partager ça aussi. N'hésitez pas à partager avec nous aussi votre vision du revenu passif. Et j'espère qu'on a répondu un petit peu, débunké un petit peu ces choses-là avec vous. Mathieu, dernier petit mot de fin. En tout cas, je sais que personnellement, j'ai sonné très sceptique, mais comme je le mentionne, j'y crois. C'est possible. Par contre, il faut juste... Par obligation, vous devez être plus intelligent que la moyenne si vous voulez vous lancer dans les revenus passifs. Parce que justement, ça demande une compréhension, une vision plus large de votre entreprise, du modèle d'affaires. Donc, si c'est quelque chose, c'est l'entrepreneuriat, si vous êtes en démarrage d'entreprise, pour une business en ligne, puis je fais souvent le parallèle entre le revenu passif puis le digital nomads, c'est viable, mais il y a plusieurs personnes, à la limite, ça pourrait peut-être valoir la peine de couvrir tout ce qui est justement l'entrepreneur, le digital nomad en ligne pour vous avoir des vrais use cases de personnes qui le font, qui l'ont essayé, puis encore une fois, vous démontrer que c'est très rarement ce qui est la recette qui est vendue. Mais s'il y a une chose minimum que j'espère que vous allez retenir de ce podcast-là, c'est que n'achetez pas le rêve, faites vos devoirs en amont et concentrez-vous sur votre business en premier et le produit viendra de lui-même par après. Et peut-être qu'il va être passif, peut-être pas, mais c'est pas ça qui devrait dicter vos actions, de dire je veux un passif, je vais développer en ce sens-là. Pensez à votre business et tant mieux si les revenus passifs fit dans votre moule. 100%. Mathieu, on se reparle très bientôt pour l'épisode numéro 3. Merci encore une fois. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés sur Les Instigateurs. Salut. Goodbye. Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.